La Voix de l'écho, une série en 10 podcasts pour partir à la découverte de celles et ceux qui font aujourd'hui l'activité économique et comprendre l'économie de Lunéville à Baccarat. Après un focus sur le génie végétal et la cosmétique, intéressons-nous aujourd'hui sur la santé dans la Voix de l'écho en installant notre studio au cœur du centre hospitalier de Lunéville. Imagerie médicale, gériatrie, ressources humaines, politique de la santé sur le territoire. Mise en lumière d'un établissement cher aux Lunévillois, François Gasparina, vous êtes le directeur du groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle, appelé aussi le GEM. On apprend donc que le centre hospitalier de Lunéville fait partie d'un groupe de 4 établissements. On ne le sait pas forcément. Alors même 5 maintenant. Même 5. Même 5. Alors effectivement, bonjour à tous. Merci tout d'abord de prendre aussi le temps de présenter nos établissements et aussi leur place sur le territoire. Donc effectivement, le groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle, ce sont 5 structures autour, alors principalement du centre hospitalier de Lunéville, qui est le centre de référence, le cœur de nos activités médecine, chirurgie, obstétrique. 2 autres établissements de santé, à savoir le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, également la structure, donc le centre hospitalier de 3H Santé autour de Cirey, Badon, Villers et Blamont, et enfin 2 EHPAD autonomes, l'EHPAD de Gerbet-Villers et l'EHPAD d'Ainville-au-Jard. Donc vous voyez, on couvre très largement ce territoire et effectivement nous travaillons également avec tous les autres acteurs de ce territoire en lien, mais on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. C'est vrai que c'est intéressant ce maillage parce que finalement vous couvrez vraiment bien tout le territoire, tous les abords aussi, c'est pas central, c'est pas juste Lunéville grâce au groupe. Non, alors effectivement, et je pense que c'est notre force d'être en capacité effectivement d'apporter une réponse de proximité. On le reverra également, et vous le reverrez tout à l'heure, un des points, on le voit, la question de la proximité, les difficultés pour certains des habitants de nos territoires à se déplacer, nous invite également à avancer sur notamment 2 logiques que sont les consultations avancées, avec l'appui notamment de ce que proposent un certain nombre de maisons de santé qui nous permettent de nous installer et proposer à nos spécialistes d'y aller. Et puis d'autre part, aussi ce qui est en train de se développer, ce qu'on appelle la télémédecine, qui permet en fait effectivement d'avoir un suivi à distance d'un certain nombre de patients sans nécessiter nécessairement leur venue sur Lunéville. Et d'ailleurs, c'est un point également important, autant on le propose sur le territoire, mais également avec l'aide d'un certain nombre d'autres établissements, et notamment dans ce qu'on appelle le groupe hospitalier territorial, le GHT, on est en capacité de proposer ici sur Lunéville des consultations avancées en oncologie ou sur un certain nombre de spécialités avec le CHRU de Nancy d'une part et puis l'Institut de cancérologie de Rennes qui sont pour nous des grands partenaires et qui ont permis de développer très fortement l'offre au cours des dernières années. L'intérêt d'un groupement, c'est aussi bien sûr économique. Les investissements sont partagés par les établissements. Alors aujourd'hui, chaque établissement reste autonome. D'accord. Donc c'est un point important et notre président de conseil de surveillance le dira tout à l'heure. Les choix sont coordonnés. Pour autant, chaque structure dispose de son investissement, dispose d'une autonomie en termes d'investissement. C'est pour nous un point important parce que c'est aussi une capacité à faire en sorte que le collectif, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui travaillent dans ces établissements sont en capacité d'influencer les choix d'investissement de demain. Ce qui veut dire également qu'on est en capacité de proposer lorsqu'on fait des réorganisations, l'on propose des restructurations, par exemple ce qui est fait actuellement sur les soins de suite et de réadaptation, on le fait de manière commune. Et c'est pas un établissement ou une vision unique qui l'impose sur les autres, mais c'est bien le collectif qui y travaille. Le gouvernement avait promis un investissement de 19 milliards sur 10 ans en mars 2021. Un mot, vous en avez ressenti les premiers effets ou pas encore ? Alors, il y a plusieurs éléments dans cette enveloppe. Alors, vous faites allusion notamment à ce qu'on appelle la partie investissement du Ségur de la Santé. Dans cette partie investissement, il y avait à la fois ce qu'on appelle de l'aide à l'allègement de dette par en fait des aides à l'exploitation, ce dont ont été bénéficiaires directement le centre hospitalier de Lunéville et puis notamment le centre hospitalier Saint-Nicolas-de-Port. C'est pour Lunéville un peu plus de 800 000 € par an. C'est quand même
pas un montant neutre sur une dizaine d'années, qui vont nous aider à être réinjectés directement dans l'investissement. Après, nous travaillons là clairement en lien avec nos élus, en premier lieu notre président du conseil de surveillance, pour essayer d'obtenir également un soutien à l'investissement, parce que alors, on est installé dans le hall de cet établissement tout encore neuf, hein. On parlera aussi des investissements en cours sur l'imagerie, mais on a une partie de l'établissement qui n'avait pas bénéficié de rénovation au moment de la reconstruction de l'hôpital. C'est notamment, pour ceux qui le connaissent, l'ancien bâtiment Bichat, donc qui accueillait la chirurgie et puis la maternité, et que nous souhaitons aujourd'hui réhabiliter, qu'il est important pour l'avenir de cet établissement qu'on obtienne une capacité d'investissement. C'est aussi des capacités de collaboration avec des nouvelles structures que l'on souhaite porter, et on a notamment un travail engagé avec la Croix-Rouge pour réinstaller une partie de leur activité sur notre site d'activité de soins, et ça nous semble être un point important et qui va nous aider encore à conforter le plateau. Et vous me disiez, il y a donc une 5e structure qui vous a rejoint dans le groupe. Tout à fait, au 1er janvier, donc la structure d'Ainville-Ojard, qui a un EHPAD qui était une structure dépendante de la ville d'Ainville, et qui a fait le choix, peut-être aussi en lien avec tout ce qui s'est passé dans le cadre du Covid, et ce qui les a rapprochés de nos structures, et notamment de l'appui qui pouvait être porté, je pense notamment en termes d'hygiène sur ces établissements, donc qui ont fait le choix à la fois s'autonomiser et d'intégrer notre direction commune depuis le 1er janvier. Alors on va parler effectivement de différents services proposés au sein du groupe. À Lunéville aussi, il y a l'imagerie médicale, et il est bon de rappeler qu'en la matière, l'hôpital propose tout ce dont le patient aura besoin, et on accueille le docteur Bazin pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. L'imagerie, c'est indissociable du plan de soins d'un hôpital, c'est finalement le premier diagnostic. Oui, c'est absolument central dans la prise en charge des patients et dans son efficacité. Et on a développé vraiment quelque chose de tout à fait original à Lunéville il y a déjà plus de 15 ans. On avait repris un cabinet en ville, et à l'époque, normalement, la clinique devait aussi déménager dans l'hôpital. Bon, c'est un projet qui a été presque totalement abandonné maintenant, mais on était venu dans ce contexte avec la volonté de développer une collaboration publique-privée. Et ça s'est développé bien au-delà de ce qu'on imaginait à l'époque, puisque au tout début on venait faire deux après-midi de scanner, c'est tout, et maintenant c'est un de nos sites les plus importants. Donc on a réussi à mutualiser l'accès à tous les matériels d'imagerie en mixant la clientèle externe et puis la clientèle de l'hôpital, que l'on traite exactement de la même manière. Et économiquement, c'est très intéressant pour nous en tant que libéraux, mais également pour l'hôpital, puisqu'on arrive à un coût de production des examens d'imagerie extrêmement faible, enfin très loin de ce que font la plupart des hôpitaux. C'est quelque chose d'assez innovant, ou ça se fait régulièrement, ces partenariats publics-privés? Quand on l'a commencé, c'était vraiment très original. Maintenant, ça se développe un peu partout. Et d'ailleurs, le modèle de Lunéville, nous, on l'a reproduit dans d'autres endroits, par exemple à Pont-à-Mousson, voire avec le CHU, également la maternité à l'hôpital d'enfants. Mais ce qu'on avait inventé à l'époque à Lunéville nous a vraiment servi de modèle. Mais qu'est-ce qu'amène un partenariat? Qu'est-ce qu'amène le privé dans une structure publique? En mettant dans un territoire qui reste quand même limité, cela permet d'avoir le matériel le plus haut de gamme, voilà, puisqu'on va, en mixant les deux clientèles, arriver à avoir le volume de patients qui va permettre de faire face à ces investissements beaucoup plus facilement. Donc, ce qui permet pour le patient d'avoir accès à la totalité de l'imagerie sur place, du coup. Le matériel qu'on a ici, c'est le même que ce qu'on a dans des structures beaucoup plus grosses, comme à la clinique à Essay ou à Claude Bernard à Metz. On a vraiment le meilleur matériel ici.
peut-être simplement, c'est vrai que la particularité de ce partenariat public-privé, c'est à la fois sa longévité. Et je pense que l'ouverture de cet hôpital était dans cet objectif, d'être en capacité d'accueillir des autres activités. On faisait état, on parlait de la clinique tout à l'heure qui a ouvert un centre de dialyse, il y a le centre psychothérapique de Nancy qui a des activités aussi de psychiatrie sur le centre. On va accueillir, je le disais tout à l'heure, la Croix-Rouge à l'intérieur de nos murs. C'est vraiment une notion de pôle de santé territorial auquel étaient chers les concepteurs de cet hôpital, et le président pourra le rappeler tout à l'heure. L'autre point également, je pense qu'aujourd'hui, avec 2 IRM et un scanner, on va être en capacité dans ce nouveau plateau d'avoir une réponse très très large à la population, une réponse rapide également, parce que c'est souvent ce qui est aussi anxiogène, les délais d'accès à un certain nombre d'équipements. Il faut dire que je pense que ce que l'on s'apporte mutuellement, c'est cette réactivité. Je pense notamment dans la capacité à aller chercher un certain nombre d'autorisations et d'être en capacité de les installer sur place, qu'ont notamment nos partenaires privés, des propositions aussi de montage financier qui n'étaient pas forcément ceux auxquels était habitué le public il y a encore une dizaine d'années. Je pense que même si ça évolue, c'est un vrai élément positif. Et puis il y a le fait que en faisant masse, c'est ce que disait le docteur Bazin à l'instant, en faisant masse, on est capable de mieux répondre aux besoins du territoire, et on est capable de structurer un plateau de plus grande envergure. Donc là, on parle d'un succès sanitaire, mais un succès économique aussi. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des investissements actuellement à l'hôpital autour de l'imagerie. Alors, vous les voyez, et on essaye de faire en sorte que les patients les subissent le moins en ce moment, mais il y a effectivement un gros investissement qui est porté par le GIE, avec effectivement la structuration la construction d'un nouveau bâtiment qui va accueillir de nouveaux IRM. De nouvelles IRM. Oui. Il y a déjà une IRM, on a une deuxième autorisation, et on reconstruit donc le bâtiment dans la cour que vous voyez derrière sur notre gauche, là-bas, et on remet les 2 IRM l'une à côté de l'autre. Et puis on a une demande pour un deuxième scanner, parce qu'on a tout à fait l'activité. Le délai de rendez-vous que l'on a sur tous nos sites ici est le plus long. À Lunéville par rapport à l'ensemble de nos sites. Et on parle de combien de la durée? On parle de combien? Actuellement, on est entre 3 semaines et 1 mois pour des examens scanners, alors qu'on est maintenant en dessous de la semaine un peu partout. Ce qui est peut-être aussi intéressant de voir, d'un point de vue aussi attractivité, c'est que ça a amené des populations qui ne venaient pas à Lunéville, qui ne sont pas du secteur d'ailleurs, du fait de la présence de ce plateau, à venir sur le plateau d'imagerie, parce que l'accès à ces équipements est peut-être plus difficile ailleurs. Et c'est ce qu'on essaye en termes aussi avec l'arrivée de nouveaux équipements, de conforter et de faire diminuer les délais dont parlait le docteur Bazin. Est-ce que ça veut dire qu'on va passer de plus en plus d'imagerie, de scanners, d'IRM dans les années à venir? C'est quelque chose qui aide à la médecine? Oui, c'est central. Pour la prise en charge, pour la plupart des pathologies, il y a scanner, IRM, mais on fait aussi ici de la mammographie, de l'imagerie dentaire, et puis de la radiologie standard de base, de l'échographie. C'est aussi une très grosse activité. Et on voit que dans des villes des secteurs de taille à peu près équivalente, les plus proches c'est Saint-Dié, Sarrebourg, mais qui sont beaucoup moins structurés, en tout cas en imagerie. On voit une clientèle qui vient de plus en plus, en particulier de Saint-Dié. On a vraiment un pourcentage de patients qui est tout à fait significatif. Donc attractivité du territoire, attractivité économique aussi, et puis pour l'hôpital, attractivité de l'hôpital en lui-même et du groupement, quoi. Donc voilà, une belle initiative. Quand à peu près la livraison des nouveaux... S'il n'y a pas de retard. On espère à la rentrée, octobre, vers fin septembre, début octobre. C'est ce qu'on espère. Ce qui réduira donc les délais d'attente. Oui. Bon. On va aussi parler de la gériatrie, la médecine des personnes âgées qui se focalise sur les maladies liées au vieillissement. On en parle avec la directrice de la filière personnes âgées, Madame Corbia. Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi le profil de la gériatrie sur le territoire du Lunévillois?
Alors le profil de la gériatrie est déjà rappelé que sur l'ensemble du Lunévillois, en tout cas pour le groupement, on gère à peu près 700 lits d'EHPAD répartis sur 10 structures. Donc ça vous montre un peu le rayonnement qu'on peut avoir sur le territoire. Les profils que nous accueillons sont les profils du grand âge d'aujourd'hui dans notre société, donc des personnes plus ou moins autonomes, en tout cas avec un degré de dépendance soit physique, soit psychique, avec toutes les pathologies de la dépendance liées aux maladies apparentées, Alzheimer ou autres. Voilà un petit peu le profil des personnes que nous accueillons dans nos structures. La population, on dit toujours, est vieillissante. Vous le ressentez, c'est vrai ? Oui, la population est vieillissante. On sait que dans notre société, l'âge du vieillissement, l'accroissement en tout cas de la vieillesse est un phénomène, une problématique sociétale. On voit bien les politiques aujourd'hui liées à toutes les questions sur le grand âge qui animent plus ou moins d'ailleurs les débats, mais en tout cas qui nous préoccupent nous au plus près de nos activités. Et effectivement, la vraie question aujourd'hui, c'est comment adapter nos offres d'accueil et d'accompagnement à cette évolution-là du grand âge. On sait que nos EHPAD sont des structures difficiles, vieillissantes, tant au niveau des bâtiments que des organisations. On sait aussi que les besoins de la population ne sont plus forcément centrés à ce type de réponse et que aujourd'hui les orientations sont vers le maintien des personnes le plus longtemps possible à leur domicile ou en tout cas dans leur lieu de vie habituel, mais aussi dans de bonnes conditions. C'est en ça que vous faites aussi un accueil de jour à l'hôpital ? Tout à fait. Alors dans nos structures d'EHPAD, dans l'ensemble de nos établissements, on accueille, ou on veut développer en tout cas les accueils temporaires, séquentiels, que ça soit de jour. On souhaite également développer les accueils de nuit. On propose des hébergements temporaires de quelques semaines ou quelques mois dans nos structures pour permettre effectivement aux personnes de bénéficier des compétences des professionnels et des services que l'on rend, et puis aux personnes qui les accompagnent, ce qu'on appelle les aidants, de pouvoir également avoir des soupapes de respiration, si je puis dire, et de ressources pour pouvoir continuer à accompagner ces personnes. Ces établissements, les EHPAD, d'un point de vue économique, ça doit être assez lourd. C'est une gestion quand même assez importante. On parlait de 10 établissements quand même. Ça représente énormément de salariés, de charges et de soins. Tout à fait. Vous savez que les établissements bénéficient de financement, ce qu'on appelle les conventions tripartites ou les contrats pluri-objectifs de moyens qui effectivement attribuent des budgets dans nos structures. Donc nous sommes contraints de respecter effectivement ces budgets. Je souhaite quand même préciser que pendant la période de la crise épidémique que l'on vient de traverser et qui n'est toujours pas finie, nous avons eu le souci de répondre le mieux possible aux besoins des personnes que l'on accueillissait dans des conditions très difficiles. Et du coup, nous avons été bien au-delà des budgets qui nous étaient alloués pour pouvoir justement assurer l'accompagnement nécessaire aux personnes. Donc aujourd'hui, il est vrai que c'est une préoccupation de tout instant de pouvoir trouver l'équilibre entre les financements qui nous sont donnés et les moyens que l'on devrait mettre effectivement pour cet accompagnement de qualité. Donc là, on parle d'établissements publics. Oui. Il y a eu récemment une polémique sur les établissements privés. Oui. C'est quoi votre point de vue ? Vous comprenez ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Alors oui, bien sûr qu'on comprend. Enfin, je pense que tout le monde comprend ce qui a été mis en lumière au travers de cette problématique. Alors après, on peut discuter de la façon dont ça a été fait, du focus qui a été utilisé. En tout cas, nous, on tient évidemment compte de ce qui a émergé de ça pour nos propres établissements. En ayant le souci d'une part de nous questionner sur la qualité des services et des accompagnements que l'on rend.
la nécessité aussi de valoriser et de redorer l'image de nos structures. Et d'ailleurs, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui pour en parler. Parce qu'on garde dans l'esprit des citoyens cette image de structure pas toujours bien traitante, vieillissante. Mais vous me disiez, ça nécessite aussi des investissements matériels et même au niveau des bâtiments, de l'entretien. Donc économiquement, c'est un enjeu aussi parce que est-ce qu'il y a... on entend souvent qu'il n'y a jamais de place, il faut attendre très longtemps, c'est vrai, sur le territoire, il y a un délai quand même assez important. Alors le délai est peu important. Je pense que toutes nos structures aujourd'hui, après cette crise sanitaire, a des places disponibles dans toutes nos structures. La difficulté, c'est pas tant le nombre de places, c'est plutôt le secteur qui est adapté à la typologie de la personne. Je parlais des troubles du comportement et des troubles de la dépendance psychique, pour la mettre sous une grande thématique. Et c'est là que nos structures manquent de services spécialisés. Voilà, donc ça c'est un enjeu et un projet que nous avons, en tout cas, de développer ce type de service qui nécessite des infrastructures particulières et des compétences évidemment aussi différentes. Peut-être en deux mots sur... c'est vrai que, comme le rappelait Anne Corbia à l'instant, pour nous, le secteur personnes âgées est un axe important de notre établissement. On l'a vu par la taille des accompagnements, par le nombre de structures qui aujourd'hui que l'on accompagne. C'est important de dire également que l'effet de groupe ici est très important pour être en capacité de se soutenir les uns les autres. Notamment, on l'a vu pendant la crise Covid, l'absentéisme qui a été très très important du fait des maladies des professionnels nous a permis aussi de trouver des moyens de se soutenir qui n'auraient pas été possible forcément d'activer dans des structures complètement autonomes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, que ce soit la crise Covid et tout ce qui était auparavant, et ce que met en exergue le livre Les Fossoyeurs de votre collègue, je pense, c'est aussi, donc il y a à la fois des effets très pervers de structuration et de la régulation économique sur le secteur, mais plus encore, il y a le malaise général social. Par rapport à la question du grand âge, et vous le disiez, aujourd'hui on est sur un territoire qui vieillit, où le nombre de personnes en dépendance va s'accentuer, et pour lequel les besoins d'accompagnement de ces personnes vont s'accentuer dans les prochaines années. Est-ce qu'il y aura des nouvelles places ? Je ne pense pas. On va pas, et il n'y a pas forcément une demande, c'est ce que disait Anne, qui forcément se fait sentir. Il y a beaucoup plus de demandes d'accompagnement, de maintien à domicile, d'être en capacité également de proposer des lieux d'accueil temporaires, notamment que ce soit en journée, des accueils de jour, mais également de nuit, des répits de nuit. Et je pense que c'est ce point-là que l'on est en train d'accompagner. Et je pense que c'est un élément structurant également avec l'ensemble des acteurs économiques du secteur, c'est-à-dire notamment de l'aide à domicile, des structures de soins à domicile qui, on le voit, se développent aujourd'hui sur le territoire. Il y a un vrai réseau qui est en train de se constituer. En plus, on est un territoire assez en avance sur ce sujet, et on a un choix qui est en train de se réaliser, de faire évoluer une structure de lieux de prise en charge un peu repliés sur eux-mêmes, même s'il y a eu un gros travail d'ouverture qui a été mené en lien avec les conseils de vie sociale, avec la filière de personnes âgées chez nous également, vers des structures qui sont beaucoup plus ouvertes, qui servent de plateau de référence, et qui puissent aider les personnes finalement, y compris, et à commencer par les aidants, parce qu'il y a énormément d'aidants, y compris chez les professionnels, y compris chez nos professionnels. Donc les aider à faire en sorte d'accompagner le plus loin possible leurs parents, selon leurs souhaits, que ça soit au sein d'un domicile, que ça soit au sein de structures. Vous savez qu'il y a un certain nombre de maisons qui se sont ouvertes sur le territoire pour répondre à des notions de un peu colocation, on va dire comme telle, ou bien au sein de structures
comme les nôtres, qui répondent également à des personnes qui ne peuvent plus, du fait de leur pathologie, rester à domicile parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop complexe. Voilà. Et c'est, en tout cas, je pense qu'il y a on souhaite avancer sur des parcours beaucoup plus faciles, beaucoup plus acceptés par l'aidant, par l'aider, et je pense que c'est ce point-là qui est majeur et qui est un enjeu de société majeur pour demain. Est-ce que d'un point de vue économique, on parlait d'un partenariat public-privé avec l'imagerie, est-ce que ce serait envisageable sur la gériatrie par exemple ? Est-ce que ce serait même souhaitable ou pas ? Je sais pas. Je pense que de fait, il y a déjà une forme de partenariat qui se fait. Alors, pas tellement sur... il n'y a pas d'EHPAD privé en proximité, hein, donc c'est pas tellement sur ce sujet que ça se crée, même s'il y a des structures qui sont beaucoup plus que des EHPAD. Hein, je pense notamment à nos collègues hospitaliers, la maison hospitalière de Baccarat, hein, qui font de la gériatrie également et avec qui on est en parfaite collaboration et pour lequel on a soutenu leur démarche de reconnaissance également et de labellisation d'hôpital de proximité. Mais plus largement, je pense que les acteurs privés, on a des liens très forts sur tout ce qui est l'aide à domicile, les structures d'aide à domicile. Et on voit bien qu'aujourd'hui et demain, si on est en capacité de répondre et de faire le choix d'une réponse de qualité sur le territoire, sur la question du grand âge et la dépendance demain, ça va être par une collaboration publique-privée forte, avec une coordination, en revanche. Ça, je pense que c'est important d'être en capacité de coordonner ces interventions à domicile. C'est un peu toutes les structures qui sont en train de se monter, notamment, il y a je vous faisais allusion à des questions de plateforme tout à l'heure. On a appelé ça SPASAD. Bon, le domaine de la santé adore les acronymes, donc je vais pas les passer tous. Mais cette coordination, elle est importante, et elle est importante aussi d'un point de vue ressources humaines, parce que je crois que un des gros enjeux de demain aussi, c'est d'avoir des personnels formés qui restent sur nos territoires, faire attirer des nouveaux jeunes sur les métiers de la santé, et pour cela, peut-être sortir de la séparation stricte public-privé et d'être en capacité de créer des parcours professionnels sur nos territoires pour conserver les professionnels formés dans les métiers de la santé et dans les métiers du soin. Ah, oui. Oui, je voulais juste compléter, si je puis me permettre, les propos de M. Gasparina, dans le sens où les coopérations s'envisagent aussi de façon plus large avec tous les acteurs du territoire, en fait, hein, puisque le but, c'est quand même la coordination des parcours, que ça soit d'accompagnement ou de soins, pour effectivement qu'on sache aussi exporter nos compétences dans nos structures vers l'extérieur, et puis travailler, en tout cas, je prends l'exemple dans la commune, avec les résidences autonomie, avec le CCAS de la ville, et avoir des formes de mutualisation où les structures sont ouvertes, accueillent l'extérieur et vont à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment un virage qu'il faut que l'on prenne pour coordonner tous ces parcours. Et pour faire vivre les hôpitaux du groupement, les besoins en ressources humaines, on en parlait, sont importants. On fait le point avec Alexandra Gouvernec, directrice des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Alors, rapprochez un petit peu le micro si vous voulez bien. Oui. Voilà. C'est mieux ? Parfait. Donc on disait évidemment des besoins en ressources humaines. Le groupement... l'intérêt d'un groupement quand on intègre le GEM, c'est quoi finalement ? Alors, ça a été déjà dit tout à l'heure, il est certain qu'avec l'offre de services que l'on propose aux patients et aux résidents du territoire, il faut du personnel au lit du patient. Le budget du personnel, c'est le principal budget en fait de dépenses de l'hôpital, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se trouve dans une configuration assez concurrentielle avec tout un tas de structures privées et publiques qui, tout comme nous, cherchent à recruter du personnel soignant. Alors, pas que du personnel soignant, c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur les professionnels qui sont au lit du patient, mais pour faire fonctionner un hôpital, il faut des filières administratives, il faut des filières techniques, il faut des filières logistiques. Donc on recrute régulièrement des professionnels qui sont de ces différentes composantes pour que tout le monde fonctionne ensemble et que les établissements soient efficaces. Ouais. Le GEM, c'est à peu près 1300 agents aujourd'hui, donc c'est un des premiers employeurs de la région.
On a la chance, à travers effectivement l'offre de soins qui a été décrite tout à l'heure et les différents établissements que compose le GEM, de pouvoir accueillir des professionnels qui vont avoir des perspectives d'évolution au sein de nos différents établissements, parce que justement il y a cette variété d'offres, de services. Donc on a des professionnels qui peuvent bénéficier d'une mobilité sur un autre site ou bénéficier aussi d'une mobilité sur un autre service. Ça permet vraiment d'ouvrir les horizons de chacun et d'avoir, je dirais, de pouvoir se projeter dans un groupe. C'est la force d'avoir un groupe et de ne pas rester, je dirais, statique ou en tout cas cantonné à un seul service. Voilà. S'il y a un intérêt particulier et si les compétences sont au rendez-vous, le professionnel peut tout à fait rentrer dans un autre service pour élargir ses compétences. On l'a entendu pendant les 2 dernières années Covid, les crises de vocation des infirmières. Au niveau du recrutement, vous l'avez ressenti, vous avez des besoins aujourd'hui particuliers? On a effectivement des besoins, donc sur les filières soignantes naturellement et sur les autres filières également que j'exposais tout à l'heure, administratives, techniques, logistiques. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une crise des vocations déjà pour rentrer dans les IFAS ou dans les IFSI. Et au-delà de ça, on a aussi quelques professionnels qui font le choix de quitter le métier de soignant parce qu'ils ont été durement mis à l'épreuve pendant l'épisode de crise sanitaire ou bien parce qu'il y a un autre projet professionnel qui se concrétise. C'est certain qu'on a vraiment de grosses difficultés à recruter. Mais finalement, tous les profils. Enfin, je veux dire, si on veut, vous parlez aussi de personnel administratif donc ça veut dire que, vous vous adressez à toute personne souhaitant travailler dans le milieu de l'hôpital, mais sous toutes ses formes. Alors, et ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est vraiment le sens de l'hôpital public. Puisqu'effectivement, il y a une réelle fierté à travailler dans l'hôpital public. Je crois qu'on l'a vu, la population applaudissait les soignants le soir à 20h. Ça ne se fait plus. Je crois qu'ils ont été aussi assez mis à l'épreuve pendant cet épisode de crise sanitaire. Il y a eu un amour et puis quelque part... je dirais moins de reconnaissance, en tous les cas c'est comme ça que les professionnels l'ont perçu, mais nous ce que l'on veut vraiment mettre en avant c'est les valeurs du service public, les valeurs de l'hôpital public. Quand on rejoint le GEM ou l'hôpital public, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on souhaite s'engager et parce qu'on partage les valeurs du service public, donc l'égalité, la continuité, la neutralité, l'adaptabilité. Voilà, tout ça ce sont des choses que l'on promeut, que l'on met en avant, et les professionnels sont fiers de développer ces valeurs et de les cultiver dans le quotidien. Donc ça c'est l'effet un peu groupe, quoi. Le fait d'avoir plusieurs cartes à jouer, des perspectives, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas toujours dans les emplois, donc là on en a à tous les niveaux. Si on veut, du coup, si les auditeurs s'y intéressent, si on veut prendre contact, comment ça se passe? Alors, il y a différentes possibilités pour faire un acte de candidature. Soit on envoie, je dirais de manière classique, un CV, une lettre de motivation par voie postale. Soit on écrit sur une adresse générique, c'est recrutement@ch-lunéville.fr. Alors on a également des annonces qui sont régulièrement publiées donc sur des job boards. On a un site LinkedIn qui est très actif, sur lequel on essaye de vraiment promouvoir le groupe, les activités du groupe, et sur lequel on publie également des offres à pourvoir. On peut aussi candidater sur le site internet du GEM. Voilà, donc il y a différentes possibilités effectivement pour faire un acte de candidature. Est-ce que vous avez des profils vraiment particuliers que vous recherchez en ce moment ou... Alors oui, on a quand même plusieurs postes vacants, notamment au niveau infirmier, donc sur l'ensemble des structures, aides-soignants, mais pas que. Il y a aussi des postes à pourvoir dans les filières administratives et techniques. Donc chaque candidature est étudiée bien entendu avec le plus grand soin. Et puis si les compétences correspondent à nos attentes et à nos besoins, eh bien, on sera ravis en tout cas d'accueillir au sein du GEM de nouveaux professionnels, sachant qu'on essaye aussi, à titre d'exemple, de mettre un soin particulier à cet accueil, donc notamment à travers des coachings, à travers des tuteurs qui vont accompagner le nouvel arrivant.
Et puis, alors, avec la crise sanitaire, c'est vrai que c'était un peu tombé en désuétude, mais là, on essaye vraiment de remettre au goût du jour les journées d'accueil des nouveaux embauchés. C'est vraiment un moment de convivialité qui est très apprécié par les nouveaux arrivants. Recréer une cohésion d'équipe. Exactement, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, on le sait. Une journée complète dédiée à l'accueil, ça permet aussi de rencontrer les membres de la direction, de mettre des noms sur des visages, de pouvoir recevoir quelques mini-formations, notamment sur l'hygiène hospitalière, la sécurité. Mais au-delà de ça, il y a un repas qui est pris en commun, c'est très convivial, ça permet de rencontrer des professionnels d'autres sites. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment remettre au goût du jour et qui était un peu malheureusement abandonné ces derniers temps. Bon, il faut se souvenir, j'aime le j'aime. Voilà. C'est parfait. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait un premier tour de table sur les différents services proposés au sein du groupe et à Lunéville. On va faire une deuxième partie aussi avec les élus locaux, avec faire un point un peu sur l'impact sur le territoire de tout ceci. Merci. Merci à vous. Deuxième partie de notre émission, La Voix de l'écho, dédiée cette fois à la santé sur le territoire depuis le centre hospitalier de Lunéville. On va prendre un peu de hauteur et voir comment l'accès aux soins se traduit sur le territoire. Autour de la table, le docteur Sophie Laruelle, médecin généraliste à l'initiative d'une maison de santé à Benaménil, le docteur Alexandre Poncy sur le même modèle, Bruno Minuciello, président de la CCTLB, Jacques Lamblin, premier vice-président de l'intercommunalité, mais aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital. Bruno Minuciello, avoir au cœur du territoire de l'intercommunalité, l'établissement le plus important finalement du territoire, c'est une fierté et une chance aussi pour ses habitants. Une fierté certainement, bien sûr. On est très fiers, nous, d'avoir au centre de notre territoire le premier employeur du sud Meurthe-et-Mosellan, du sud-est Meurthe-et-Mosellan, avec un peu plus de 1000 employés, hein, c'est bien cela. Aujourd'hui sur l'ensemble des structures. Alors évidemment c'est une vraie fierté. C'est une fierté également parce que aujourd'hui pour notre jeunesse et comme vous le savez on est très attentif à cela, hein, je veux dire c'est aussi une source de formation, ça permet à notre jeunesse de pouvoir se projeter notamment dans des emplois sur lesquels et on le sait bien aujourd'hui l'emploi est quand même un sujet essentiel pour notre jeunesse. Aujourd'hui l'hôpital, la structure GEM permet à des jeunes de pouvoir se former sur différents métiers puisqu'il y a énormément de métiers dans le monde de la santé et puis ça peut aussi leur permettre de rester ici dans notre territoire et ne pas être obligé de pouvoir se déplacer comme beaucoup aux quatre coins de la France ou même un peu plus loin au niveau de l'Europe. Oui, c'est ça, parce que là on disait même au sein du groupe, par contre on peut se déplacer d'un établissement à l'autre en fonction de la vie qui change aussi familiale, donc c'est intéressant aussi de raisonner groupement aussi, voilà, comme ça. Oui. Donc on peut aller au sud, à l'est, au nord du territoire, il y a différents établissements, Lunéville étant centrale. Est-ce que vous pensez que on entend souvent santé et économie, c'est un peu irréconciliable? Est-ce que finalement on arrive quand même à faire des choses la santé, c'est une part de l'économie. Je veux dire, aujourd'hui, il faut pas être... comment dire, il faut dire les mots comme ils sont. Je veux dire, c'est une vraie part de l'économie. C'est une source d'emploi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis là où c'est une chance, parce que j'avais pas répondu sur la deuxième partie de la question que vous me posiez tout à l'heure, donc c'est une chance pour nos habitants, parce qu'aujourd'hui, lorsque on constate que notre territoire est plutôt à tendance rurale. Donc la santé, aujourd'hui, c'est un élément important du monde rural. Il est important et je dirais il est essentiel pour les habitants de notre territoire. Lorsqu'ils ont besoin de faire quelques examens, simplement un IRM, hein, je veux dire, ils peuvent venir ici, dans la structure ici à Lunéville, plutôt que de se retrouver sur le CHU de Nancy ou avec des déplacements qui sont importants. Non, je veux dire, c'est une vraie chance. Là-dessus, enfin, moi, je suis vraiment très fier. Et ce que vous disiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis très fier de cette belle structure qu'on a ici sur le Lunévillois. Un chiffre, si vous voulez. Le GEN, c'est 60 à 70 millions d'euros qui sont déversés chaque année sur le territoire.
Ouais. Voilà. Ouais. C'est la part à la fois des salaires, certes, mais aussi l'ensemble des contributions, les achats aussi qu'on fait sur ce territoire, directement auprès du territoire. C'est donc une somme, un élément important en termes d'économie, parce que c'est le sujet aussi de cette émission. On le voit, et en termes de dynamique territoriale, et c'est ce qu'on essaye aussi de poursuivre en lien avec les élus. Oui, c'est là qu'on voit effectivement l'impact sur un territoire en termes de santé, mais aussi du coup en termes d'économie positive, tout ce que ça amène derrière en périphérie, quoi, finalement. C'est ça. Jacques Lamblin, vous êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital. Ça consiste en quoi ? Pas de surveiller, rassurez-vous, ça va bien au-delà. Et il ne faut pas rester focalisé sur la simple présidence du conseil de surveillance. C'est au-delà de cela, avoir une vision territoriale de la prestation santé, de l'organisation de la prestation santé. Et on voit bien que certes, le CHL, donc le centre hospitalier de Lunéville, a une position centrale dans le dispositif, mais c'est un des éléments. En effet, il y a, et c'est la force de notre territoire, il y a une organisation qui est au rendez-vous. D'abord, il y a un contrat local de santé qui a visé à voir comment on pouvait s'organiser en appuyant la démarche sur les professionnels libéraux, donc entre les hôpitaux publics et les établissements publics réunis dans le GEM, entre les hôpitaux, enfin la clinique privée, les professionnels privés, avec également les maisons de santé, on va en parler tout à l'heure. On voit bien que sur le territoire, c'est organisé progressivement ou est en train de s'organiser la mise en place d'un dispositif s'occupant de la santé de nos concitoyens efficace. Et c'est pas le fait du hasard. Et je crois que c'est arrivé comme cela parce que il y a au conseil de surveillance de l'hôpital des élus, mais aussi ailleurs. Il y a le rôle des élus. Alors, il n'y a pas que le rôle des élus, mais il y a le rôle des élus, le rôle des professionnels publics, il y a eu donc des propos qui ont été tenus déjà, et puis le rôle des professionnels privés. Et les initiatives partent de partout. Et ce qu'il faut, c'est essayer de les coordonner, de faire en sorte que les unes soient utiles aux autres. Et typiquement, l'exemple a été pris tout à l'heure, c'est avec le GIE imagerie médicale. Ouais. On voit que grâce à ça, il y a un effet de masse, puisque les privés comme les publics utilisent le même matériel. Donc on peut avoir un matériel plus moderne, vraiment à la pointe du progrès, et une affaire qui tourne bien, qui fonctionne bien. Et c'est parce qu'il y a un partenariat. Et de même, lorsque les professionnels privés décident de monter une maison médicale, quand c'est les professionnels privés, j'insiste, eh bien, on a souvent de bons résultats, on répond bien aux problèmes. Voilà, donc la coordination des initiatives publiques, privées et politiques a donné ce résultat. Et c'est pas fini, ça va continuer. L'exemple typique, monsieur le directeur parlait tout à l'heure des soutiens à l'investissement. Typiquement, vous voyez, ça vient pas tout seul là non plus. Il faut, et dans les élus, on a tous notre fonction. J'ai face à moi le président de la communauté de communes, qui est également conseiller régional. Vous savez qu'on a un député, Thibaut Bazin, qui est membre de la commission des affaires sociales et de la santé à l'Assemblée nationale. Donc, tout le monde participe à l'effort de guerre, si vous voulez. Et le résultat, eh bien, il est là. Et je crois qu'on est plutôt bien parti sur notre territoire pour que nos concitoyens soient satisfaits de la prestation santé qui est rendue à leur bénéfice. Et j'ajoute, tu l'as souligné, Bruno, et je crois que d'autres l'ont souligné aussi, c'est aussi avec 1200 ou 1300 emplois, rien que dans le secteur public, plus le privé, plus les professionnels privés, on a un potentiel sur le plan emploi, activité économique, masse salariale. Le recrutement est là.
est possible, pas seulement en profession médicale, mais aussi tous les services. Donc voilà, c'est vraiment une activité qui est au cœur de notre territoire et qui contribue à l'attractivité du territoire. Et voilà pourquoi nous y sommes extrêmement attentifs, nous les élus, aux côtés évidemment des professionnels, qu'ils fussent du public ou du privé. Donc le conseil de surveillance, finalement, c'est un peu un trait d'union entre élus locaux et structures. Oui. Ouais. Ah oui, très nettement, hein, puisqu'on a dans le conseil de surveillance des représentants du conseil régional, du conseil général, des élus locaux, de la communauté de communes, de la commune de Lunéville. Madame le maire y siège, j'y siège aussi, et puis des représentants des différents services concernés, bien entendu. Voilà. Et tout ça fait que économiquement, c'est viable, et il y a de l'investissement sur le territoire, et ça retombe par effet domino sur la vie des gens, quoi. Il y a un besoin à couvrir, et on s'organise ensemble pour qu'il soit couvert de la meilleure façon possible. On va même plus loin, puisque des centres de formation s'installent progressivement. La Croix-Rouge a décidé de s'installer à Lunéville, de fermer ses succursales un peu partout en Meurthe-et-Moselle, au profit de Lunéville. Et là, on a les professions d'auxiliaires médicaux qui sont enseignés ici, à Lunéville, à quelques dizaines de mètres de l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour notre territoire, pour les jeunes du territoire qui ont envie de s'installer, de vivre sur le territoire. Il y a un potentiel considérable. Ouais. Oui. Si vous me permettez, on voit bien le rôle moteur que peut avoir cet équipement qui est le centre hospitalier de Lunéville, ou plus largement le GEM. Je donnerai simplement une illustration. Monsieur le Président l'évoquait tout à l'heure sur le contrat local de santé. Ça a été, il y a une grosse mobilisation, il y a maintenant, au tout début du contrat local, un peu plus de 4 ans, sur la recréation d'un nouvel internat. Je pense que c'était une demande forte des internes qui venaient sur notre structure, mais plus largement sur notre territoire. Et je crois qu'on le verra tout à l'heure. De reconstruire quelque chose qui soit accueillant, qui soit aussi en capacité aussi d'être un lieu où chacun se retrouve, potentiellement même des internes de médecine générale qui sont chez les confrères qui sont un peu sur le secteur, pour pouvoir discuter et de ce fait se dire comment cet outil, qui pourrait être considéré comme un outil proprement hospitalier, peut servir aussi à l'installation de médecins généralistes sur le territoire, parce qu'ils ont la capacité de voir qu'ils sont dans un réseau, qu'ils ne sont pas seuls, de connaître finalement leurs collègues au niveau des services de spécialité, d'être en capacité aussi d'envisager que une partie de leur carrière peut être faite en partie à l'hôpital, en partie en privé. Et c'est tout ça aussi que dans le cadre du contrat local, comme à l'intérieur du conseil de surveillance, on est en capacité de discuter. C'est en quoi finalement on est en capacité de créer finalement un écosystème à la fois utile pour nous, mais aussi utile plus largement pour le territoire et pour la santé sur le territoire. Oui. Pour non pas conclure, mais compléter encore ce que dit M. Gasparina, le CHL, donc Centre hospitalier de Lunéville, c'est hôpital de référence, c'est en tout cas son appellation officielle, c'est en fait un point de convergence où peuvent être mises en place des prestations de services dans différentes directions, sur le plan médical, et cela conforte la qualité des soins donnés par l'ensemble des professionnels de santé du territoire, parce qu'ils savent qu'ils ont ici une ressource qui leur permet de compléter leur travail, d'avoir une prestation au bénéfice de leur patientèle qui soit la meilleure possible. On a une symbiose. Pour prendre une image extrêmement audacieuse, je dirais que c'est un petit peu comme le cœur et la circulation, l'hôpital de Lunéville. Il y a un effet de diffusion d'éléments au service des professionnels de santé du territoire, et qui eux-mêmes ont recours à l'hôpital ou aux services privés qui existent dans l'hôpital, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que l'ensemble fonctionne de la meilleure façon possible.
réactivité, cette symbiose entre public et privé, on a pu la voir en particulier avec la vaccination Covid. Même une symbiose avec les élus aussi. Mais le travail en commun des élus, des professionnels privés et du personnel hospitalier a donné le résultat qu'on connaît, parce que là, vraiment, sur notre territoire, au plan de la vaccination anti-Covid, on a eu des résultats excellents au niveau de la performance, de la rapidité et puis de l'efficacité. Ça illustre parfaitement tout ce qu'on se dit depuis maintenant 1 heure. Alors, une très bonne circulation, donc on l'a bien compris. Pour autant, il n'est pas forcément nécessaire de venir jusqu'au centre hospitalier pour se faire soigner. Les maisons de santé font depuis quelques années leur apparition, comme à Ben Aménil depuis 1 an. Sophie Laruelle, vous êtes lancée dans cette aventure pour, pareil, donc regrouper les synergies dans un même lieu finalement. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Une petite précision, nous ne sommes pas maison de santé pluridisciplinaire. La maison de santé pluridisciplinaire est une labellisation qui est donnée par l'ARS et qui nécessite la présence de 2 médecins généralistes et au moins d'un auxiliaire médical. Donc il y a une grosse différence puisqu'on parle de financement aujourd'hui et les MSP reçoivent quelques dizaines de milliers d'euros par an sur la structure en fonction de la taille, du nombre de professionnels, des différents projets, etc. Voilà, donc moi c'est un projet qui est complètement privé. Je cherche bien évidemment un 2e médecin, j'en profite pour passer une petite annonce. Voilà, donc oui, donc nous on a pu, grâce à ce projet-là, pérenniser l'implantation de la pharmacie, réaliser l'installation de 2 kinésithérapeutes, d'un cabinet d'infirmières en soins à domicile également. Il y a une sage-femme qui a un DU d'échographie obstétricale qui vient travailler pour l'instant une demi-journée par semaine et puis qui va dans quelques temps devoir augmenter son temps sur la maison médicale, et puis un ostéopathe. Voilà. Et avant ce regroupement, quels soins existaient sur Ben Aménil? Ça vous a permis de ramener quand même des personnels de santé? Oui, donc avant ce regroupement, il y avait la pharmacie. C'est le point de départ, la pharmacie, la sauvegarder. Oui, c'était de pouvoir travailler en équipe, de permettre l'installation d'autres professionnels. Donc il y avait la pharmacie et puis le cabinet du médecin généraliste. Donc moi. Voilà. Donc 2 kinés qui sont arrivés, un cabinet d'infirmières, une sage-femme à temps partiel, un ostéopathe à temps partiel. Et encore une fois, l'implantation de la pharmacie a pu être pérennisée parce que il fallait passer le flambeau pour l'ancienne pharmacienne et pour pouvoir trouver tout de même un jeune pharmacien qui s'installe. Le fait qu'il y ait une structure qui soit créée a été vraiment un élément facilitant. C'était créé il y a 1 an, c'est ça, Ouvert il y a 1 an, je crois. Ouvert il y a 1 an, voilà. Et là, nous sommes en train de formaliser notre équipe de soins primaires, puisqu'on parle également de coordination. Donc, quand il n'y a qu'un seul médecin, on peut faire une équipe de soins primaires. Voilà, donc c'est en train d'aboutir, l'association est créée. Bruno Municiello, alors je me tourne vers vous, parce que la casquette de maire de Ben Aménil, vous avez dû accueillir ce projet, j'imagine, avec entrain et conviction. Surtout, on a eu la chance d'avoir une personne, en la personne du docteur Laruelle, qui à un moment donné a ce courage de se dire oui, je m'installe dans le monde hyper rural, puisqu'on est aux alentours de 600 habitants, et je décide à un moment donné de prendre le pari d'investir sur la qualité de vie et la qualité de la santé dans le monde rural. Et ça, c'est bien une personne. Et ça a été certainement ça aurait été le plus difficile si ce n'était pas le docteur Laruelle, je pense. Puis à partir de là, c'est plus facilitant, puisque après on avance sur un projet immobilier, parce que c'est aussi un projet immobilier, un pôle une création. Exactement. Et sans trahir de secret, je peux vous assurer que c'est un investissement personnel pour le docteur Laruelle qui est quand même assez lourd à supporter financièrement.
Et puis vous connaissez mon métier, donc je peux vous dire que je connais bien la situation. Et puis derrière, là on peut remercier, je sais qu'il y a une autre initiative et on en parlera par la suite. On en parlait tout à l'heure, Jacques Lamblin en parlait. On crée un maillage sur nos territoires entre le centre hospitalier lunévillois qui est plutôt destination publique, avec toutes ces structures privées qui se développent. Et puis ça participe au mieux vivre ensemble. Et vraiment, aujourd'hui, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de chance, oui, effectivement, on a cette chance d'avoir des hommes et des femmes qui font le pari du mieux vivre ensemble sur notre territoire. Et encore une fois, l'économie d'investissement, et puis l'économie qui va retomber aussi, le fait que ce soit plus attractif, ça va amener des familles, et derrière tout ça, c'est des chaînes positives, on va dire. Oui, je crois qu'on le voit déjà sur Benaménil. Ça s'est déjà ressenti là. Ouais. Oui, là on sort un peu du sujet, mais effectivement sur Benaménil, on est devenu très attractif. Ouais. En fait, on avait fait le pari lorsqu'on avait commencé à discuter. Je suis un peu moins objectif certainement sur ce sujet, mais on avait fait le pari à un moment donné sur Benaménil d'axer notre développement sur 3 points. La mobilité, puisqu'on est sur une zone très mobile, on est sur la voie express, donc ça c'était assez facile. Puis les 2 autres points étaient, à mon sens, des sujets très régaliens qui sont l'éducation, à travers ses écoles et son collège, et la santé. Et ce 3e axe, c'est, je le répète, je vais peut-être un petit peu insister là-dessus, mais pour nous, Benaménilois et développement de notre beau village, c'était essentiel. Alexandre Poncy, vous avez aussi une structure qui va bientôt ouvrir. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir donc, au sein de l'hôpital de Lunéville pour présenter un peu cette structure qui a vu le jour donc le 2 mai, après plusieurs années en fait, de gestation, un peu dans les esprits de beaucoup des professionnels de Gerbet-Villers, puisqu'il s'agit de la ville de Gerbet-Villers. Tout est parti en fait, d'un constat. Il y avait tous les professionnels de santé qui travaillaient à Gerbet-Villers travaillaient tous de manière indépendante dans leurs locaux. D'ailleurs, les 3 médecins présents travaillaient même dans leur domicile, avec 2 médecins qui allaient partir en retraite dans les quelques années à suivre, et évidemment la perspective d'une reprise de leur patientèle par des médecins qui s'installeraient dans un village comme ça paraissait très compromise. À l'initiative du pharmacien, un petit peu comme docteur Laruelle, c'est-à-dire que le pharmacien voit aussi la pérennité de son activité qui peut être mise à mal par la disparition des prescripteurs. C'est comme ça que ça marche aussi. Quand on parle d'économie, il faut aussi savoir le marché, comment il est construit, à décider et à chercher à grouper le plus possible et regrouper tous ces professionnels au sein d'une maison de santé, et à d'abord chercher à connaître tous ceux qui étaient positivement intéressés par cette initiative. Il s'est trouvé que tout le monde était assez intéressé, même les médecins qui étaient plutôt âgés, pour qui c'est un changement qui est vraiment complet de leur activité, ça n'a rien à voir avec la manière dont ils pouvaient exercer la médecine précédemment. Enfin, ils restent toujours en relation avec le patient évidemment, mais travailler à plusieurs, c'est pas du tout la même manière, et tout le monde a travaillé autour de cette idée, et cette idée elle a été aussi portée par la communauté de communes, puisque c'est elle qui est propriétaire du bâtiment qui a été construit, qui a elle-même cherché beaucoup de financement à travers la DETR, à travers des fonds européens, à travers un financement public. Le reste du financement et en fait de cette maison de santé est supporté par les locataires au titre de l'amortissement en fait, puisque le reste à financer est supporté par nous-mêmes à travers les loyers que nous réglons mensuellement. Voilà. Donc on a créé cette structure. Le hasard et des circonstances vraiment intéressantes ont fait qu'on a réussi à recruter un dentiste en plus, un pédicure et donc moi un médecin supplémentaire, ce qui fait que notre maison de santé actuellement est composée de 14 professionnels de santé, avec 2 cabinets infirmiers, un cabinet de sage-femme, un cabinet d'orthophoniste, un cabinet de kiné, un cabinet de pédicure podologue, un cabinet de dentiste, et donc un cabinet aussi d'orthophoniste, qui est-ce que j'oublie, l'orthoptiste aussi peut-être, et les 4 médecins. Ah ouais. Voilà.
Donc on a vraiment une structure qui fait quasiment 800 mètres carrés. Et quand on parlait de retombées économiques aussi, elle a été construite donc par beaucoup d'entreprises locales qui sont vraiment inscrites sur le territoire. Et le montant total des travaux, c'est quand même 1 800 000 €. Donc, ce qui fait que c'est quand même aussi une retombée locale sur d'autres entreprises qui n'ont même rien à voir avec le domaine de la santé, quoi. Et ça nous semble aussi important de travailler de cette manière. Et donc là, on parle de l'économie effectivement d'investissement et périphérique, mais il y a aussi l'économie, le fait pour le patient de venir dans un lieu et avoir les différents. Mais ça marche aussi pour vous d'avoir les différents praticiens à disposition, quoi. Voilà, nous typiquement, c'est vrai que d'avoir le cabinet infirmier avec les médecins à côté pour faire les bilans sanguins et les orienter ensuite vers le kiné et réussir à ce que ces gens-là arrivent à avoir toute la prestation en une seule fois, une seule journée ou une seule matinée, on va dire, pour éviter de faire des allers-retours, parce qu'en milieu rural, l'éloignement fait que tout est compliqué. Et puis le coût du transport étant ce qu'il est, voilà, c'est vrai que si on peut les faire venir une seule fois, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis, même aussi pour les professionnels de santé, il faut aussi parler des choses concrètement. C'est vrai qu'on réalise aussi des économies d'échelle, évidemment. On a un secrétariat commun. On achète les fournitures, par exemple, nos fournitures, on les négocie pour 14 au lieu de les négocier pour un seul. Et pour plein d'autres sujets, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que tout le monde est gagnant. C'est vraiment du gagnant-gagnant, là. Et on parlait du maillage du GEM avec l'EHPAD à Gerbévillers. Indirectement, c'est aussi un lien intéressant entre cette structure et l'EHPAD, puisqu'il y a des besoins en soins aussi. Alors, je vais même aller au-delà, c'est-à-dire que concrètement, on voit bien que le sujet... on parlait tout à l'heure public-privé, mais au-delà de ça, il y a cette vision qui était très séparée ville-hôpital il y a encore peu de temps. On voit bien que c'est plus possible aujourd'hui de séparer et d'avoir une vision qui est exclusivement centrée sur les services hospitaliers ou exclusivement sur le libéral. Donc, pour nous, et vous donniez l'exemple de Gerbévillers, c'est fondamental d'avoir une capacité, d'avoir une continuité d'accompagnement des résidents qui sont au sein de l'EHPAD pour demain, et l'installation de la maison de santé est pour nous un vrai plus. Et c'est vrai d'ailleurs de toutes les structures, tous les lieux où on a des structures. C'est vrai aussi, et je le disais également, à travers les équipes de santé primaire, d'être en capacité demain. On parlait tout à l'heure du maintien à domicile. Il ne pourra avoir de maintien à domicile que si on a des professionnels qui sont installés sur nos territoires et qui trouvent suffisamment aussi de ressources pour vivre et d'être en capacité de travailler avec des conditions de travail à la fois salariales, mais aussi plus largement des conditions qui soient agréables et qui leur permettent le maintien. Et je crois que tous autour de la table, comme la table précédente, c'est un peu notre volonté, c'est d'être en capacité d'être attractif. Et je crois que l'arrivée de nouveaux professionnels sur les territoires, que ce soit à Bénamilly, à Gerbévillers ou à Lunéville, c'est un vrai plus pour l'ensemble des habitants du Lunévillois, et d'être en capacité finalement de demain encore aussi de dire aux jeunes de ce territoire venez, les métiers de la santé sont un vrai plus, on a besoin de vous, et vous pourrez aussi avoir des carrières qui sont intéressantes parce qu'on est en capacité, que ce soit à travers des continuums d'études ou bien des reprises d'études, aussi d'avancer très largement sur un domaine qui est fondamental pour demain. Je propose de conclure sur cette intervention, à moins que l'une d'entre vous... Oui, allez-y. Oui, moi j'ai une petite chose à ajouter. Donc en effet, on parle depuis tout à l'heure de structures, mais à l'échelle du territoire, comment ces structures peuvent s'articuler entre elles. Et aujourd'hui, nous avons quand même vraiment un enjeu de taille sur le Lunévillois. C'est la création d'une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé. Nous sommes les derniers du département à ne pas avoir créé notre CPTS. Si on veut pouvoir se coordonner, c'est un outil qui est vraiment essentiel. Je prends un petit exemple de coordination, qui est un très bel exemple sur le territoire, c'est la maison des réseaux de santé du Lunévillois. Quand on est professionnel de santé, on l'utilise. Mais quand on est habitant du Lunévillois, bien évidemment, on l'utilise aussi quand même très régulièrement. Pour la dépendance, pour la personne âgée, mais également pour des soins en oncologie, pour de l'éducation thérapeutique. Voilà, c'est une structure qui existe.
Ces structures-là vont être englobées de manière départementale au sein des dispositifs d'appui à la coordination. On gardera une antenne de proximité qui sera équivalente à la MRSL avec les mêmes intervenants. Mais il est fort probable que le niveau de financement soit conditionné par la création d'une CPTS. Ce qui est relativement logique. Quand on a l'appui des professionnels libéraux, il est normal qu'on puisse mieux défendre également son territoire. Donc ça, je pense que c'est quand même un point qui est important. Ensuite, les CPTS ont un sujet qui fâche un petit peu, c'est la mission d'accès aux soins non programmés, donc la rhinopharyngite, la bronchite, et puis l'accès aux médecins traitants. Donc c'est là où parfois il est un peu plus difficile de se coordonner, mais on peut également trouver des outils. Et en effet, la CPTS va générer des financements sur le territoire. Je pense que, pour parler un peu de chiffres, je crois qu'on serait aux alentours de 225 000 € par an. Donc ça ne fait pas du soin, mais ça coordonne le soin. Voilà. Bon, bah voilà, pour être plus précis, oui, dites-moi. Oui, je voulais juste ajouter une chose qui était quand même importante. On parle des CPTS et de la coordination entre les professionnels libéraux, mais également avec les institutions publiques. Il ne faut juste pas oublier que dans les années à venir, on va perdre une grande partie de nos médecins libéraux. Et si on n'est pas coordonné, si on n'a pas travaillé préalablement ce travail coordonné, on ne peut pas dire ça autrement, on risque d'avoir des trous dans la raquette et puis ce fameux mieux vivre ensemble qu'on parlait tout à l'heure, ça risque de se compliquer. Donc moi j'ai vraiment envie de dire bravo à l'ensemble des professionnels, que ce soit ici au centre hospitalier lunévillois, dans le réseau GEM ou chez les professionnels de santé libéraux. Vraiment merci pour le travail qui est fait sur notre territoire, et c'est un peu grâce à eux si on est encore attractif et qu'on peut faire venir des gens de l'extérieur pour tout cela et pour plein d'autres choses également. Est-ce que le président du conseil de surveillance veut ajouter quelque chose? C'est bon. Parfait. Bah, écoutez, merci du tour de table. C'était très intéressant. On entend souvent la santé, ça marche pas assez loin. Bah voilà, on a un peu tordu le cou aux idées reçues. Merci à vous. Merci beaucoup.